Bonjour tout le monde, je m'appelle Jocelyne Géa et je suis une physiothérapeute à l'Institut de cardiologie. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour participer à une autre de nos séances d'information virtuelles en groupe sur la réadaptation cardiaque pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Le but de cette série de présentations est de vous apprendre à vivre avec l'insuffisance cardiaque. Donc aujourd'hui, je vais aborder des directives en matière d'exercice et parler de façon d'économiser vos forces. Avis de non-responsabilité. Alors, comme il s'agit peut-être de votre première séance, je vais passer en revue l'avis de non-responsabilité. Dans les séances de groupe, il est important de protéger la confidentialité des renseignements personnels. Alors, pour cette raison, je vous demande de ne pas utiliser votre nom de famille. Vous pouvez juste mettre votre nom, votre petit nom. L'information présentée lors de cette séance ne substitue pas aux avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Donc, si vous vous sentez pas bien, il est important d'obtenir des conseils médicaux, de consulter votre médecin ou d'appeler le 911. Toute information que nous aborderons aujourd'hui se trouve aux pages 10 à 12 de votre guide. Donc, le guide sur l'insuffisance cardiaque que vous avez reçu peut-être au moyen d'un lien envoyé par votre mentor ou votre gestionnaire de cas lorsque vous avez commencé à participer au programme. Alors, comme vous voyez ici, le guide, c'est un guide pour les patients qui s'appelle Insuffisance cardiaque. Alors, je vais commencer par expliquer la différence entre l'activité physique et l'exercice, puis je vais parler des différents types d'exercices. Donc, je vais aussi aborder les directives en matière d'exercice pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Puis, je vais discuter de l'importance de l'échauffement et de la récupération. Je vais vous expliquer comment déterminer si vous vous exercez à la bonne intensité. Et le reste de la séance sera consacré à divers conseils utiles et aux façons d'économiser vos forces. L'exercice et l'insuffisance cardiaque. Alors, on sait que l'insuffisance cardiaque diminue la capacité du cœur à bien alimenter les muscles en sang oxygéné. L'insuffisance cardiaque peut modifier le type de fibres musculaires du corps et donc réduire le nombre de fibres liées à l'endurance. Heureusement, on sait que l'exercice permet au corps d'utiliser l'oxygène de façon plus efficace. Un muscle qui est sollicité régulièrement utilise moins d'oxygène pour faire une tâche qu'un muscle qui n'est jamais sollicité. Commençons par définir la condition physique, l'activité physique et l'exercice. La condition physique correspond à la capacité d'atteindre un niveau d'énergie qui vous permet de faire toutes les choses que vous devez ou souhaitez faire. Alors, l'activité physique correspond aux activités qui brûlent plus de calories que si on reste à ne rien faire. C'est bon pour la santé du cœur, mais c'est pas comme faire de l'exercice. Faire de l'exercice, c'est s'adonner à des activités planifiées, structurées et répétées qui ont pour but d'améliorer ou de maintenir un des aspects ou des éléments suivants de la condition physique. Donc, premier élément, c'est l'endurance cardiovasculaire grâce aux exercices d'aérobie. Nous avons la flexibilité grâce aux exercices d'étirement. Nous avons la force musculaire grâce à des exercices contre résistance et nous avons l'équilibre qui est grâce à des exercices visant spécifiquement à améliorer cet aspect d'équilibre. Les exercices d'aérobie, étirement, ceux contre la résistance, donc force musculaire et équilibre, sont tout importants. Tous nos séances d'exercice comprennent ces exercices-là. Alors, pour obtenir d'autres renseignements,
sur nos exercices d'étirement ou renforcement musculaire, consultez le guide sur l'activité physique qui va vous donner le lien. Alors, comme vous voyez ici à la bas de la page, ici, vous allez voir le lien. Alors, tous ces éléments sont importants et sont essentiels dans votre programme d'exercice global. Toutefois, pour améliorer votre santé, nous vous encourageons à mettre davantage l'accent sur l'exercice d'aérobie. Exercice régulier. Alors maintenant, on va aborder quelques-uns des principaux bienfaits de l'exercice. Je vous invite aussi à réfléchir aux raisons personnelles qui vous incitent à faire de l'exercice. C'est très important pour vous aider à garder votre motivation à long terme. Alors, on sait que l'exercice vous aidera à sentir mieux, à avoir l'énergie nécessaire pour vous adonner à vos activités préférées, à effectuer vos activités quotidiennes plus facilement, à réduire votre niveau de stress et d'anxiété, à mieux dormir, à avoir confiance en vous et à prendre votre situation en charge. La marche est un des meilleurs exercices pour la santé. Alors, l'exercice n'a pas besoin d'être aérant pour être bénéfique. Donc, on sait que la marche, tout le monde peut faire la marche, puis on peut faire la marche n'importe où. Commencez par marcher lentement pendant de courtes périodes. Vous devriez commencer par augmenter graduellement la durée de l'exercice avant d'augmenter l'intensité. L'exercice d'aérobie. Alors, les activités de type aérobie font travailler le cœur, les poumons et les muscles pour améliorer leur fonctionnement. Idéalement, vous devriez faire des exercices d'aérobie 3 à 5 fois par semaine. Visez, si possible, de 20 à 30 minutes par jour, un total de 60 à 180 minutes par semaine. Au début, il vous faudra viser beaucoup moins haut. Alors, si le temps, votre degré d'endurance ou des problèmes articulaires ou musculaires limitent vos activités, vous pouvez aussi accumuler les 20 minutes en court segment durant la journée. Alors, 10 minutes, 5 minutes plusieurs fois par jour, 10 minutes 2 à 3 fois par jour. Comme je viens de le mentionner, la marche est un excellent choix pour beaucoup de gens parce qu'on n'a pas besoin d'équipement et aucune habileté particulière. De plus, le risque de blessure est faible. Parmi les autres activités d'aérobie ou d'autres formes d'exercice d'aérobie, il y a des vidéos d'exercice et l'entraînement cardiovasculaire avec des appareils comme un tapis roulant ou un vélo stationnaire. Pour ce qui est de l'intensité, la plupart des participants devraient opter pour des exercices d'intensité légère à modérée. Voici un exemple de programme de marche possible pour les personnes qui commencent à faire de l'exercice. C'est la première option. Alors, votre objectif est d'arriver graduellement à marcher de 20 à 30 minutes d'affilée chaque jour, selon vos limites. Alors, assurez-vous de commencer et de finir la séance d'exercice plus lentement pour vous échauffer et récupérer. Nous vous recommandons de commencer par faire 5 minutes de marche, puis augmenter la durée graduellement pour atteindre 10 minutes au bout des 2 premières semaines. Au cours des 2 semaines suivantes, passez graduellement de 10 à 15 minutes. Les 2 semaines suivantes, augmentez graduellement la durée pour atteindre 20 minutes. Alors, c'est écrit là 15 à 20 minutes. Au bout de 7 à 8 semaines, vous devriez pouvoir marcher aisément pendant 20 à 30 minutes. Vous pouvez aussi marcher 2 fois par jour si vous trouvez que ça vous convient et vous êtes capable. Alors, il faut toujours écouter à son corps aussi. Si vous avez besoin de prendre des pauses pendant la marche, vous pouvez prendre des pauses aussi. Option numéro 2, c'est entraînement par intervalle.
Alors, ça, c'est la deuxième option où on prend des repos. Alors, si vous n'arrivez pas à marcher pendant 5 minutes sans vous arrêter, essayez l'entraînement par intervalle. Par exemple, alterner entre 2 à 5 minutes de marche et de 2 à 5 minutes de repos. Répétez cette séquence aussi longtemps que vous en êtes capable. Augmentez graduellement le nombre d'intervalles de marche en réduisant la durée du repos entre les intervalles, jusqu'à quand vous réussissez à marcher pendant 20 à 30 minutes. Donc, un exemple, c'est marcher pendant 2 minutes, vous vous reposez pendant 1 minute. Alors, vous pouvez modifier le nombre de minutes selon votre degré de tolérance. Répétez cette séquence aussi longtemps que vous êtes capable. Échauffement et récupération. Votre séance d'exercice devrait comprendre une période d'échauffement, des exercices d'aérobie et une période de récupération. C'est très important. Je vais expliquer pourquoi. L'échauffement, c'est une période qui comprend des exercices légers. Idéalement, c'est une version légère des exercices que vous allez faire. Donc, si vous allez prendre une marche, commencez par une marche plus lente. Si vous allez nager, nagez à un rythme plus lent. Vous devez vous échauffer pendant 5 à 10 minutes jusqu'à l'atteinte de l'intensité voulue. Pourquoi s'échauffer? Alors, pour accélérer, ça nous aide à accélérer notre rythme cardiaque graduellement jusqu'à temps qu'il atteigne un niveau d'aérobie. Alors, on donne le corps le temps à se réchauffer, on donne le temps au rythme cardiaque de graduellement monter. Ça prépare le corps et nos muscles à faire de l'exercice. Ça aide à réduire les symptômes quand on fait de l'exercice. Alors, ça réduit le risque d'irrégularité de rythme cardiaque et ça aide à prévenir les blessures. La récupération. Alors, la récupération devrait se composer du même type d'exercice que votre échauffement et dure 5 à 10 minutes jusqu'à temps que votre rythme respiratoire soit revenu à normal. C'est aussi une période idéale pour faire des étirements en douceur. Donc, si vous voulez faire la récupération, vous pouvez arrêter de la marche et faire vos exercices d'étirement. Pourquoi faire une période de récupération? Ben, ça ralentit graduellement les systèmes de l'organisme, surtout le rythme cardiaque et la tension artérielle après l'exercice. Ça réduit la possibilité de symptômes et d'irrégularité du rythme cardiaque. Et aussi, ça prévient les blessures. Dans le guide d'activité physique, vous allez trouver aussi des exercices d'étirement que vous pouvez faire pour la récupération. S'entraîner à la bonne intensité. Alors, s'entraîner à la bonne intensité signifie s'entraîner à une intensité qui vous procure le maximum de bienfaits en toute sécurité. Il faut écouter le corps. C'est très important. Il existe divers moyens pour déterminer l'intensité de votre effort. Par exemple, vous pouvez utiliser l'échelle de perception de l'effort ou le test de la conversation. Il faut aussi éviter de déclencher vos symptômes. Alors, faites sûr que vous faites l'exercice à une bonne intensité qui ne va pas déclencher vos symptômes. Alors, voici l'échelle de perception de l'effort. C'est une façon de surveiller l'intensité de votre exercice. Alors, ça attribue une note à l'intensité de l'effort que vous fournissez. Le chiffre choisi correspond à votre niveau global d'effort ou de fatigue durant l'exercice. C'est un niveau qui
qui couvre pas seulement un aspect en particulier, comme la respiration, la sensation ou la fatigue de vos jambes. Mais ça couvre tous les aspects. En général, c'est votre niveau global d'effort que vous ressentez durant l'exercice. Alors, compte tenu de vos problèmes de cœur, nous vous recommandons les niveaux entre 11 à 14. Donc, vous regardez ici, vous allez voir entre léger et un peu plus que quelque peu difficile. OK? Le test de conversation est un moyen très simple d'évaluer l'intensité de votre effort. C'est normal que la respiration accélère durant l'exercice, mais vous ne devez pas avoir de difficulté à parler. Si vous êtes capable de chanter, vous devriez augmenter l'effort fourni. Si vous êtes à bout de souffle, c'est que l'effort est trop intense aussi. Alors, souvent, les patients vont me dire, ben, comment je vais parler tout seul quand je marche tout seul? C'est là que je leur dis, ben, essayez de chanter peut-être. Si vous n'êtes pas capable de chanter parce que vous manquez de souffle, vous deviez, votre effort est trop intense. Mais si vous êtes capable de chanter, vous pouvez augmenter l'intensité un peu. Adaptez vous aussi au terrain. Lorsque vous montez une côte à pied, c'est plus difficile. Donc, vous savez, vous deviez peut-être ralentir un peu plus. Alors, ici, on parle d'outils à code de couleur. Vous avez probablement reçu aussi cet outil-là. Sinon, vous pouvez aller sur le site web de l'Institut de cardiologie et mettre outils à code de couleur. Et vous allez être capable de voir l'outil et l'imprimer aussi. Alors, on a la zone verte, la zone jaune et zone rouge. Si vous êtes dans la zone rouge de l'outil, ne faites pas d'exercice. Dans la zone jaune, faites attention, OK, quand vous faites de l'exercice. Alors, la pollution de l'air. Les personnes atteintes d'une maladie de cœur sont plus susceptibles à souffrir des effets de la pollution de l'air. Alors, l'exposition à court terme, donc quelques heures ou quelques jours, à un air pollué peut déclencher et aggraver leurs symptômes. Le COT Air Santé, CAS, est une échelle allant de 1 à 10 plus qui nous aide à déterminer la qualité de l'air dans une ville en particulier et les conséquences sur la santé que la qualité d'air peut avoir. Alors, elle vous aide à protéger contre les effets néfastes de la pollution d'air. Lorsque la CAS est élevée, les personnes atteintes d'une maladie de cœur, d'une infection pulmonaire ou d'autres maladies chroniques peuvent ressentir plus de symptômes que d'habitude si ils ou elles font de l'exercice à l'extérieur. Pour éviter une telle situation, songez à faire des exercices à l'intérieur ou à réduire l'intensité ou la durée de votre séance d'exercice. Vous pouvez trouver la CAS sur Météo Média. Alors, regardez, visitez météo.gc.ca, cotairsanté.ca. Ici, on a le Weather Channel où on est allé chercher la qualité d'air. Comme vous voyez, j'ai mis un cercle alentour de la qualité d'air, comme vous voyez là. Si vous regardez ici, risque pour la santé, Cote Air Santé, recommandations de santé, population vulnérable et générale. Alors, risque 1 à 3, profitez de vos activités habituelles en plein air. La qualité de l'air est idéale pour les activités en plein air. Alors, risque modéré, c'est de 4 à 6. C'est là qu'on dit de réduire les activités en plein air ou les modifier. Et risque élevé, 7 à 10. Alors, on vous demande
les activités exténuantes en plein air, les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités, réduire ou reprogrammer. Population générale, envisager de réduire ou de reprogrammer les activités exténuantes en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. Risque très élevé, c'est au-dessus de 10. Alors, c'est là qu'on vous dit d'éviter de faire des exercices en plein air. Alors, maintenant, on va parler de certains conseils utiles. On va commencer par le terrain. Alors, si possible, marchez sur un terrain plat. Si vous devez monter une côte, faites sûr de ralentir et prendre des petites pauses à mi-chemin. Alors, c'est important de prendre des pauses avant qu'on devienne essoufflé. Alors, alimentation, il est préférable d'attendre 1 heure après un gros repas avant d'aller marcher pour que vous ayez assez de temps de digérer. Alors, le système digestif, le système aérobique, ils vont pas être en bataille pour l'énergie. OK? Évitez de faire de l'exercice quand il fait très chaud ou très froid. Alors, ne faites pas d'exercice dehors l'hiver par temps très froid et venteux. Évitez aussi de faire de l'exercice dehors l'été par temps très chaud et humide. Équipement. Alors, il y a plusieurs équipements. On peut utiliser toutes sortes d'équipements pour faire l'exercice. Vous pouvez utiliser un vélo stationnaire. On recommande que vous n'ajoutez pas aucune résistance afin de pouvoir pédaler facilement. Vous pouvez utiliser un tapis roulant, mais sans inclinaison. Si vous avez des fois avoir une inclinaison de 0,5, c'est plus facile sur les genoux, donc c'est pas une grande inclinaison. Alors, vous pouvez essayer, mais le tapis roulant seulement si vous n'avez pas de problème d'équilibre. Vous pourriez aussi marcher dans les couloirs chez vous ou dans un autre centre, dans un centre commercial. Vous vous sentez assez bien, vous pourriez même faire la marche 2 fois par jour. N'oubliez pas de commencer par augmenter graduellement la durée de l'exercice avant d'augmenter l'intensité. Évitez les exercices qui nécessitent que vous soulevez les poids au-dessous du niveau du cœur. Alors, et nous recommandons pas plus que 5 livres. Évitez les exercices pour lesquels vous devez retenir votre souffle ou forcer trop fort. Signe de surménage. Alors, signe que vous en avez fait un peu trop. Si vous ne sentez pas bien, raccourcissez la durée de l'activité. Vous devriez être revenu à votre état de repos dans les 10 minutes suivant l'exercice. Alors, parfois, on va dire 10 à 15 minutes. S'il vous faut plus de temps pour récupérer, la prochaine fois que vous faites cet exercice, réduisez sa durée ou son intensité. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. N'essayez pas d'en faire trop tôt aussi. Alors souvent, on commence à faire de l'exercice et puis là, on en fait un peu trop tôt dans notre programme. Alors, il faut graduellement augmenter la durée et graduellement augmenter l'intensité. Alors, voici les signes suivants qui indiquent que vous fournissez un peu trop d'efforts excessifs, qu'on en a fait trop. Alors, souvent, on a l'incapacité de parler pendant qu'on fait de l'exercice. C'est que si vous n'êtes pas capable de parler et marcher, l'intensité est trop haute. La fatigue persiste de 30 à 60 minutes après la séance d'exercice. Alors, si après, vous avez fait de l'exercice pour 15-20 minutes, et puis là, ça fait 1 heure, ça fait un petit bout là après l'exercice, si vous êtes encore fatigué, c'est peut-être parce que vous avez fait trop, l'intensité était trop haute ou le temps était trop. Douleurs musculaires ou articulaires qui persistent. Donc, souvent, quand on va faire des nouveaux exercices, on va avoir des douleurs musculaires. Mais ce qu'on doit faire attention, c'est ces douleurs-là qui persistent longtemps.
sensation de vertige, les nausées, un martèlement dans la tête, donc des maux de tête, faiblesse ou impression d'être sur le point de vous évanouir. Ce sont toutes des signes que vous avez peut-être fait un effort excessif. Alors, les prochains signes ici sont très importants. Attention, arrêtez-vous si vous ressentez les symptômes suivants. C'est très important. Il y a un essoufflement intense, faiblesse, fatigue, vertige ou étourdissement, douleur à la poitrine ou une autre malaise, cœur qui s'emballe ou des palpitations de cœur, nausées ou transpiration abondante. Si ces symptômes persistent après le repos, s'il vous plaît, composez le 911. Un peu d'exercice, c'est mieux que rien. Si vous n'avez pas encore commencé à faire d'exercice et vous avez besoin des conseils précis sur l'exercice, votre mentor vous donnera des recommandations personnalisées. Choisissez une activité que vous aimez, c'est très important. Invitez un ami à marcher avec vous, faites de l'exercice en groupe, intégrez l'exercice à vos activités quotidiennes. Aussi, des fois, ça aide à tenir un journal pour mesurer nos progrès. Je tiens à vous souligner qu'en plus de faire des exercices structurés, vous devriez éviter de rester en position assise trop longtemps et trouver des façons de bouger davantage. Alors, souvent, on va donner des conseils et dire à régler une alarme pour rappeler de bouger pendant 2 minutes tous les 30 minutes. Alors, si vous êtes assis, vous faites juste lever, marcher alentour de la maison pour quelques minutes. C'est éviter d'être sédentaire. Alors, ici, on va parler de conservation de l'énergie. Alors, c'est le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis, c'est les techniques pour économiser nos forces. Ce qu'on appelle les 4 P. Priorité, plan, pause et position. Priorité. Chaque jour, organisez vos activités quotidiennes par ordre d'importance. Déterminez quelle tâche peut être confiée à quelqu'un d'autre ou éliminez de votre emploi du temps. Apprenez à reconnaître votre limite. Alors, organisez dans un journal ce que vous avez à faire. Si vous pouvez donner des tâches à quelqu'un d'autre à faire, c'est très bien parce que ça en enlève. Et puis, s'il y en a que vous pouvez enlever, on recommande que vous enlevez. Vous ne pouvez pas en faire trop dans une journée parce que vous allez être épuisé à la fin de la journée. Et puis, le lendemain aussi. Le deuxième P, c'est pour plan. Espacez vos activités. Établissez un horaire hebdomadaire, alors un horaire à tous les jours. Essayez d'alterner les activités peu exigeantes et celles qui vous apparaissent plus exigeantes, donc qui sont plus difficiles. Accomplissez les activités les plus exigeantes au moment de la journée où vous avez le plus d'énergie. Donc, souvent, j'ai des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque qui me disent que le matin, ils n'ont pas d'énergie, ça prend du temps. Donc, pour eux, entre 11 heures et 2 heures, c'est là qu'ils ont le plus d'énergie. Ils vont faire les tâches les plus importantes pendant ce temps-là. Alors, vous auriez peut-être intérêt à utiliser des casseroles et des poêles plus légères dans la cuisine aussi. Vous pourriez aussi préparer un gros repas et congeler le reste pour un autre jour. Alors, aussi, organisez votre temps de façon à utiliser les escaliers moins souvent pendant la journée, si ça vous fatigue. Donc, le matin, quand vous vous réveillez, préparez-vous, prenez votre douche, vous pouvez prendre un petit repos, et puis là, vous habiller puis descendre. Au lieu de
se réveiller, descendre, prendre notre déjeuner, remonter, prendre notre douche, s'habiller, puis là, redescendre. Alors, ça dépend comment votre niveau de fatigue et endurance. OK? Troisième P, c'est pour pause. Il faut toujours se rappeler d'aller à notre propre rythme. Séparez les tâches difficiles en étapes et prenez des pauses. Anticipez les baisses d'énergie et reposez-vous avant d'être fatigué. Comme l'exercice, il faut toujours arrêter, prendre des petites pauses pendant la marche avant qu'on devienne essoufflé. C'est la même chose pour nos tâches quotidiennes. Il faut se reposer avant qu'on devienne trop fatigué. Alors, on a fait 2 tâches le matin, on prend un repos. On n'ajoute pas une 3e tâche parce que là, on sait qu'on va devenir épuisé et puis on va perdre le restant de la journée. Alors, les accessoires comme les déambulateurs vous aident à garder l'équilibre et à économiser vos forces et vous me permettront probablement de parcourir une plus longue distance de marche qui peut vous aider à améliorer votre force musculaire. Alors, on parle de, en guillemets, les walkers. Alors, ça peut vous aider beaucoup. Les chaises dans la douche, ainsi que les pinces qu'on a pour aller chercher quelque chose à terre. Et les enfiles chaussures à manches longues peuvent aussi nous aider à économiser nos forces. Parce que si on utilise les pinces et puis les enfiles de chaussures, on n'est pas penché en train de retenir notre souffle. Souvent, quand les patients vont faire ça, on voit qu'ils deviennent épuisés et ils ont un manque de souffle. Alors, c'est essentiel d'équilibrer les moments d'activité et de repos tout au long de la journée. Alors, comme j'ai dit, certaines personnes estiment qu'elles ont un meilleur rendement lorsqu'elles se reposent environ 1 heure par journée. Alors, il faut prendre une sieste, mais faites attention à quelle heure vous prenez votre sieste aussi. Souvent, si on prend notre sieste un peu plus tard, là, on a la difficulté à dormir. Alors, c'est très important de bien dormir la nuit, donc il faudra reposer davantage durant les périodes de stress ou de maladie aussi. En résumé, la marche est un des meilleurs exercices que vous puissiez faire pour améliorer votre santé. Donc, augmentez graduellement la durée de vos marches. Visez à faire 20 à 30 minutes par jour. Un peu d'exercice, c'est mieux que rien, on sait ça. Avec la marche, si vous avez besoin d'utiliser les bâtons de marche, une marchette, vous pouvez décider qu'est-ce qui vous convient pour vous permettre de faire plus de marche. On vise à 20 à 30 minutes de marche aussi. Écoutez votre corps, donc utilisez le test de conversation et respectez l'outil à code de couleur. Utilisez les stratégies pour économiser vos forces de façon à pouvoir consacrer davantage de temps à vos activités préférées. Donc, créez un horaire, utilisez les stratégies qu'on vient d'en parler. Vous pouvez les reviser dans la vidéo le plus souvent que vous voulez. Alors, vous avez tous une personne ressource ou un ou une mentor qui peut vous aider à personnaliser votre programme et répondre aux questions que nous n'avons pas abordées aujourd'hui durant les sessions, les séances de groupe d'éducation aussi. Il s'agit probablement de la personne qui vous êtes entretenu lors de votre premier rendez-vous en réadaptation cardiaque. Vous pouvez vous attendre à ce que cette personne fasse un suivi durant votre participation dans le programme. Vous pouvez aussi communiquer avec eux en tout temps si vous avez des questions. Merci beaucoup et au revoir.